Donc on va avoir trois projets d'entreprise qui vont être présentés, et puis un des projets qui est mis en œuvre par le Club Commerce Connecté, le Club Commerce Connecté Digital Aquitaine, qui est un partenaire chaque année de ma Transfonum. Donc ils auront un moment tout à l'heure pour nous parler d'un dispositif de soutien et justement de rencontre entre des besoins d'entreprises sur des sujets liés au commerce et l'offre qu'il y a sur le territoire. Mais on a aussi 3 cas d'entreprises dont on va vous parler maintenant. Ils vont nous rejoindre petit à petit sur la scène. Donc on a le projet de XO Sécurité, qui est Constance Dupin, qui est basée à Floirac, hein, pas très loin d'ici, derrière l'Arena en fait, hein, c'est tout près, voilà. On a le projet aussi de Pelican Air Services, je le dis en anglais ou je le dis en français? Pelican Air Services, ok, qui sera présenté par Jérémy Castelin. Certains seront accompagnés justement par des gens qui les ont justement accompagnés sur ce type de projet. Et puis on aura aussi le cas de Open Houblon, qui est une super start-up qui travaille plutôt, comme son nom le dit, sur le houblon et cherche à aider à structurer une filière dans ce domaine. Bon, ils ne seront peut-être pas 2 finalement, mais on verra. Vous interviendrez plutôt à la fin. Et puis je l'ai dit, sur le Club Commerce Connecté, François-Luc Moreau qui viendra nous présenter POC Me Up, qui est le dispositif qu'ils ont mis en œuvre. Venez vous asseoir, n'hésitez pas. Vous n'allez pas être bien resté debout là. Allez. Et donc, je vais proposer d'abord à Constance Dupin, qui est responsable logistique et SI chez XO Sécurité, de nous rejoindre. Hop. Bonjour Constance. Merci de nous rejoindre. Oui, il ne faut pas hésiter à prendre le micro. Alors, il va nous falloir nous parler un petit peu du métier de XO Sécurité. Oui. Alors, XO Sécurité, ouais, voilà, on voit le site. Parlez bien dans le micro. Dans le micro, comme ça. Oui, c'est mieux. Du coup, donc, on est une entreprise donc, basée à Floirac, créée il y a 11 ans par Xavier Deltil. Et on est en fait spécialiste EPI. Donc ça, c'était le métier premier d'XO. Et ensuite, il s'est diversifié dans les vêtements professionnels. Et donc aujourd'hui, on vend ce type de produits. Donc sur deux marchés principaux, BTP Industrie et CHR Santé. On a un atelier de personnalisation en interne, donc c'est-à-dire qu'on peut personnaliser les vêtements, et ce qui pour nous est un gros avantage concurrentiel, puisqu'effectivement on peut livrer nos clients très rapidement sur ce type de produit. Très bien. Voilà. Et alors moi, le point de contact avec XO, il remonte maintenant, je sais pas, un an et demi peut-être, quelque chose comme ça, sur un dossier justement sur les dispositifs dont qu'on évoquait ce matin avec la région Nouvelle-Aquitaine, hein, sur un des premiers chèques transformation numérique qui existait, je crois, plutôt sur fonds FEDER, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, absolument. Et donc, vous avez mobilisé un chèque que vous avez eu dans le cadre de la région, avec un projet qui tournait sur quels axes? Parce que XO s'engageait sur la voie, en effet, du e-commerce. Vous avez une boutique physique à Floirac, mais aussi un enjeu de monter sur le commerce connecté. Sur le web, oui. Alors du coup, nous, notre projet de transformation numérique, elle a été, on va dire, insufflée donc effectivement par Xavier et accompagnée par Alternea, qui est représenté par Cyril. On avait déjà vu ce matin, décidément. Ce matin, donc voilà. Et effectivement, donc l'idée, c'était de moderniser un petit peu l'entreprise et de structurer par le biais de la transformation digitale. Donc voilà. Et c'est quoi les grandes étapes en termes de transformation digitale chez XO? Parce que j'imagine que du numérique, il y en avait déjà quand même un petit peu avant dans l'entreprise. Alors, on avait un ERP, mais qu'on utilisait à peu près à 10% de ses capacités. Donc, la première étape, ça a été du coup l'audit d'Alternea, qui a permis de regarder la manière dont on travaillait et surtout de réfléchir à la stratégie numérique à mettre en place pour adresser des nouveaux marchés. Et donc, la première étape du projet, ça a été la transformation du back-office. Ah ben voilà. Ouais, j'ai montré la transformation du back-office. Donc ça nous a permis vraiment de définir nos manières de travailler et d'exploiter le back-office avec avec plus de ses capacités, quoi. Ouais. Et donc ça a été notre intégrateur Sage qui nous a accompagnés là-dedans. Et ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a bien structuré le back-office et qu'on a structuré notre stratégie, on a pu aller sur le site web. Donc là, c'est le projet
Alors on a fait la transformation du CRM, effectivement, elle s'est faite en même temps que le back-office parce que les deux outils étaient déjà connectés. Et puis là, on en est à la transformation du canal e-commerce. Donc là, effectivement, c'est le gros du projet parce que c'était le souhait donc de Xavier de passer d'un site B2C à un site B2B parce qu'effectivement, au départ, on avait un site B2C, mais qui a été un échec parce que la transformation du CRM, effectivement, elle s'est faite en même temps que le back-office parce que les deux outils étaient déjà connectés. Et puis là, on en est à la transformation du canal e-commerce. Donc là, effectivement, c'est le gros du projet parce que c'était le souhait donc de Xavier de passer d'un site B2C à un site B2B parce qu'effectivement, au départ, on avait un site B2C, mais qui a été un échec parce que ça correspondait pas du tout aux attentes de nos clients. Et donc du coup, voilà, là on est en train de travailler sur cette étape-là de site e-commerce. Donc pareil, c'est Alternea qui nous a beaucoup accompagnés sur le cahier des charges, qui nous a aussi permis de rencontrer le prestataire avec qui on a travaillé, avec qui on travaille toujours. Et donc voilà. D'accord. Et ça veut dire donc un virage entre le B2C et le B2B. Ça, c'est quelque chose qui s'est décidé à quel moment justement dans cette phase d'audit et de travail qui a été fait sur la trajectoire pour se rendre compte finalement il y avait un enjeu stratégique qui était peut-être pas le bon à ce moment. Tout à fait, ouais. Donc ça fait partie vraiment de la partie audit qui a été faite. Donc dans l'audit, clairement, Alternea nous a dit qu'il fallait arrêter le B2C parce qu'effectivement donc on n'arrivait pas à amener du flux dessus et c'était pas pertinent comme approche. En revanche, le B2B permettait vraiment d'apporter des solutions innovantes pour nos clients, donc parce qu'on a un site B2B qui est quand même assez... Alors il est connecté évidemment à notre ERP et il propose aussi des outils qu'on cherche le plus innovant possible, comme nous dans notre métier, vous avez vu, on fait des vêtements, donc du coup on rajoute des outils qui permettent la prise de taille des vêtements. On a aussi... C'est avec Fittle, c'est ça? Vous servez du plugin Fittle qui permet de gérer exactement, les tailles. Fittle nous permet de faire ça. On a aussi des outils qui permettent d'adresser les grands comptes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant. On n'avait pas les outils pour pouvoir aller chercher des grands groupes qui exigent notamment dans notre métier des outils de dotation annuelle qui permettent en fait aux entreprises de sélectionner pour tous leurs employés les tailles et tout ça, et puis qui permettent voilà, toute la partie dotation annuelle. Et aussi on a un autre marché qui est les lycées, qui a aussi des spécificités, et donc le site a vraiment été étudié pour permettre de répondre à ces besoins-là et de proposer à nos clients, on va dire, des outils innovants. Voilà. Oui, il y a notamment une notion de pack, là, des XO packs qui ont été menés où on rentre un code et ça permet justement aux clients de retrouver l'essentiel de leurs données, informations, commandes. En fait, voilà, avec on se met d'accord sur une liste de produits utiles pour le client, et donc en fait derrière avec le code, voilà, le XO pack, ça leur permet effectivement d'aller choisir les tailles pour chaque produit, et ensuite ça remonte directement dans notre ERP et ça nous permet après nous de faire ce qu'on appelle du pactage individuel et de faire de la commande individualisée. Et ça, vos concurrents, ils le faisaient déjà, eux, ou c'est vraiment un élément différenciant pour vous? Alors les plus gros, oui, d'une certaine manière, mais avec des outils, on va dire, plus... ils l'ont fait avant nous, donc du coup ils ne sont pas forcément modernisés voilà, avec les outils que nous, là, aujourd'hui, on propose. D'accord, très bien. Et donc, l'accompagnement d'Alternea, par exemple, justement, c'est vraiment un accompagnement nécessaire. On avait évoqué le fait que finalement, le plus gros changement, il était peut-être pour des collaborateurs quand même, hein, parce qu'on l'a évoqué depuis ce matin, à chaque fois, ça veut dire beaucoup de gestion du changement, des fois des appréhensions, des difficultés d'appropriation des outils. Mais finalement, le plus gros du changement, il est peut-être quand même pour Xavier Deltil, du coup, si je comprends bien, puisqu'il y a un changement et un revirement aussi stratégique. Donc, le plus gros changement, c'est peut-être pour lui? Oui, clairement, parce que nous, en fait, la transformation digitale, ça a été vraiment une transformation complète de l'entreprise, quoi. Ça a permis vraiment de moderniser. Enfin, comme je dis, moi, quand je suis arrivée il y a 1 an et demi chez XO. C'est une entreprise qui était déjà en forte croissance, mais vraiment avec des méthodes artisanales. Donc là, l'idée, et donc l'accompagnement d'Alternea a été vraiment clé, on va dire, là-dessus aussi, c'est de proposer des choses, des outils, des process, voilà, qui permettent de faciliter, on va dire, cette gestion de la croissance.
Et dans la structuration de l'équipe, votre poste, il existait avant ou pas? Non, du tout. Donc ça a été la suite. Effectivement, la première étape, ça a été effectivement l'audit d'Alternea. Et ensuite, dans le souhait de Xavier, c'était d'embaucher quelqu'un en interne, donc moi, en qualité de responsable logistique et SI, qui puisse après mettre en œuvre le cahier des charges proposé par Alternea dans le cadre de la transformation numérique, en fait. Et votre profil, c'est quoi? Vous venez d'où? Parce que c'est intéressant aussi de comprendre en fait Oui. quel est le type de compétences et de profils qu'ils ont été Moi, cherchés. du coup, j'ai la double casquette. Donc, j'ai un master en supply chain. Et donc, du coup, j'ai travaillé chez IBM pendant 4 ans voilà, sur des métiers très logistiques. Et puis ensuite, j'ai fait 6 ans en tant que consultante fonctionnelle sur un WMS, un outil de gestion d'entrepôt. Et donc voilà, donc du coup j'avais cette double casquette logistique parce que donc là on parle de la partie transfo numérique, mais voilà, comme je disais, la transformation elle est beaucoup plus générale chez nous et tous les métiers ont eu besoin de se structurer. Donc voilà, on est encore dans cette phase de structuration avec des embauches de postes de cadres. Donc voilà, une directrice commerciale, un DAF qui va nous rejoindre. Enfin, voilà, on se structure et effectivement pour nous la transfo numérique accompagne, on va dire, vraiment cette transformation là, quoi. Donc il y a une vraie équipe qui est en train de se monter là-dessus. Et ce projet, en fait, le nouveau site, il est en ligne alors? Oui, le site est en ligne. On est encore en test sur la prise de commande, mais le site est effectivement en ligne. Et donc l'idée, ça serait on espère d'ici la fin de l'année d'amener à peu près 20% de notre flux sur le site et pouvoir du coup adresser ces grands comptes chez qui on ne pouvait même pas répondre en fait jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas les outils digitaux qui permettent de répondre à leurs attentes. Oui, c'est pas des petits groupes. En plus, je me rappelle, on avait cité quelques noms. Je ne sais pas si on peut les citer ici. Oui, mais bien sûr. Ouais. C'était justement le groupe Cassou dont je parlais tout à l'heure. Oui, une filiale du groupe Cassou, le groupe HR. Ouais. D'accord. Donc il y a vraiment un effet et un retour sur investissement assez direct en termes de captation de nouveaux clients, quoi. Tout à fait, oui, exactement. Peut-être d'autres questions un petit peu à part. Alors, le financement du projet, on l'a évoqué, ça passe avec ce chèque transformation numérique qui, j'imagine, peut peut-être faire un effet de levier. Alors pour nous, ça a été vraiment ça a été capital parce que on est une PME. On fait à l'époque du projet, on faisait 2 millions de chiffre d'affaires. Et donc là, on parle d'un projet quand même qui représentait pour nous un investissement majeur. Donc du coup, on a été financé à 50% par la région sur ce projet-là. Et donc sans ça, effectivement, ça aurait été très compliqué de mener à bien la totalité du projet, en tout cas. Les sujets RGPD, cybersécurité, sobriété, vous l'avez peut-être entendu ce matin, on en a parlé aussi, c'est que demain, dans les aides aussi, il y a pas des conditions, mais en tout cas des principes qui sont de plus en plus affirmés sur ces sujets-là. Est-ce que c'est des problématiques importantes pour XO? Alors oui. Sur la partie RGPD, donc ça, on est accompagné par le prestataire qui nous fait le site web là-dessus. On a déjà été hacké sur notre B2C d'ailleurs, donc du coup, bon voilà, c'est vraiment, sur la partie cybersécurité, voilà, vous avez l'expérience. On a l'expérience et on aimerait éviter de renouveler parce que voilà, effectivement, c'est bon, voilà, le site qu'on avait n'était pas trop visité, donc ça n'a pas posé trop de problèmes. Mais demain, ça peut être vraiment un vrai problème. Donc j'ai commencé à discuter avec le monsieur de la région parce que je ne savais pas qu'il y avait des aides. En tout cas, de l'accompagnement. Voilà, pour nous qui sommes une PME. Et qui n'avons pas toutes ces compétences en interne. Il y a ça aussi qui est important de dire, c'est que malgré, effectivement, il y a eu mon recrutement, mais finalement, je suis juste une des clés du projet global. C'est important de pouvoir s'appuyer, alors notamment sur la région, sur des cabinets de consultants, et notamment, moi, dans l'histoire d'XO, Xavier, à la base, donc. C'est un commercial qui a monté cette boîte tout seul et donc du coup qui est un peu dépassé par tous ces sujets-là parce que c'est quand même des sujets quand on n'a pas encore vécu 3000 vies comme certains ici, c'est compliqué de répondre à toutes ces problématiques. Donc il faut pouvoir s'appuyer sur des gens. Et qu'est-ce que ça pourrait être les prochains sujets? Je crois qu'on avait évoqué à un moment donné le sujet aussi de l'export pour XO. Oui. Alors ça, c'est la prochaine étape, effectivement, l'export. Et puis après, sur la partie vraiment digitale, c'est de pouvoir exploiter tout ce qu'on a mis en œuvre là, dans ces premières phases, on va dire, du projet. Et c'est du coup de pouvoir mettre en place des outils de marketing digitaux, ce genre de choses qui permettraient de continuer dans cette lignée de transformation numérique.
très bien. Peut-être pour conclure cet échange, soit un petit message pour nos spectateurs, soit aussi le fait qu'on a une table là qui est aussi plus féminine que les autres tables. Je trouvais ça intéressant aussi qu'on ait votre témoignage parce que vous avez un profil aussi de chez IBM, en accompagnement de transformation numérique. On ne le voit pas non plus forcément tous les 4 matins. Il y a la féminité dans la transformation numérique. Je trouve que c'est un sujet passionnant et je trouve que c'est intéressant en tout cas de se poser la question et du coup moi, de mon expérience, il n'y a aucune compétence qui est vraiment liée au genre dans ces métiers-là ou alors dans des postes à responsabilité en général. Et du coup, je pense que c'est surtout de par l'exemple, en fait, de montrer que qu'en fait, chacun est capable, chacune surtout, est capable de ça et de donner confiance en fait à chacune d'entre nous pour continuer à s'imposer, on va dire, dans ces milieux-là très masculins quand même. Ok, très bien. Mais merci beaucoup pour ce témoignage, Constance. C'était très, très clair et instructif. Donc merci beaucoup. Je vous invite à rester avec nous sur les, comme vous voulez, soit à partir, soit à rester sur les fauteuils, comme vous voulez. Sentez-vous à l'aise. Et merci beaucoup pour cet échange. Hop, je vais avancer un peu plus vite. Et maintenant, je vais proposer sur un autre angle à Jérémy Castellin de Air Pelican Services de nous rejoindre. Et là, il y a un angle. Et oui, tu peux venir directement aussi, Philippe. Je t'en prie. Prenez les fauteuils. On va faire attention à ce que ça ne tombe pas. Et là, on est sur un exemple qui est vraiment intéressant. On souhaitait vous faire témoigner parce qu'il y avait cette idée d'être à la croisée des chemins. On va évidemment préciser ce que c'est, mais d'être à la croisée des chemins entre une problématique du commerce et des fois du petit commerce aussi sur les territoires, et notamment des territoires touristiques. Une problématique liée justement au tourisme et aux visiteurs et leur capacité de repartir peut-être avec des produits du terroir. Et un sujet finalement de mobilité aussi, puisque c'est forcément lié à des problématiques, on va dire, de flux et notamment de flux touristiques. Donc si on a parlé d'Air Pelican Service en quelques mots, ça serait quoi? J'ai des dessins que vous avez fait à passer au matin. Alors bonjour à tous. Pelican Air Service, pour synthétiser la chose, c'est une application mobile sur tablette. Donc en fait, on remet une tablette à chacun des commerçants qui souhaitent profiter de ce service et qui permet aux clients touristes étrangers d'acheter les produits locaux et de les expédier directement à domicile, en levant tous les freins de douane, de sûreté aérienne, puisque nous, notre cœur de métier, donc Pelican Air Service, est exploité par la société Airport Diffusion. Et on est régie publicitaire au niveau des aéroports de Bergerac et de Limoges. Donc on connaît très bien le secteur aérien. On sait très bien les freins qui existent aujourd'hui, puisque, vous devez le savoir, de plus en plus de gens utilisent le transport aérien, mais pour de plus en plus de courts séjours, ce qui veut dire de moins en moins de personnes utilisent des bagages soutes. Moi le premier. Donc aujourd'hui, la plupart des gens, 90% des gens utilisent des bagages cabine. Qui dit bagage cabine dit qu'on ne peut rien mettre dedans, puisque de toute façon, c'est mis à la poubelle au poste d'inspection filtrage, les fameux rayons X aujourd'hui. Et c'est des gros volumes, de ce que vous me disiez, c'est des gros volumes. Rien que sur l'aéroport de Bergerac. Oui, parce que vous êtes de Bergerac aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il y a un fil conducteur Bergerac aujourd'hui. Sur l'aéroport de Bergerac, on va dire qu'à à peu près 100 kilos par semaine de produits locaux sont donnés au secours populaire, entre le foie gras, le pâté, le vin, qui sont refoulés de toute façon au poste d'inspection filtrage. Donc connaissant très bien le secteur, on a interrogé des milliers de passagers et des commerçants. Effectivement, il se trouvait une situation dans laquelle les commerçants ne savaient pas quoi vendre aux passagers aériens puisqu'ils ne savaient pas quoi proposer et quelle réglementation respecter. Et du coup, de l'autre côté, les passagers très frustrés puisqu'ils ne pouvaient pas acheter de vin. Ou alors ils achetaient un petit peu de vin, un petit peu de foie gras uniquement pour leur consommation lors du séjour. Et ce constat, en fait, vous ne le faites pas au doigt mouillé. Vous avez mené aussi une enquête et une étude auprès de je ne sais plus combien de personnes. Les enquêtes ont été menées auprès de 6000 passagers, les commerçants à peu près une centaine. Donc tout a été organisé par des professionnels, etc. On ne sort pas ça de notre idée, en fait. Donc le cas d'usage typique, c'est quoi le cas d'usage typique? Alors le cas d'usage typique, effectivement, donc vous avez un commerçant qui reçoit un touriste, on va prendre un vigneron. Le touriste demande au vigneron s'il peut expédier du colis à domicile. Donc le vigneron lui donne les droits et les taxes en fonction du pays à destination. Suite à ça, le vigneron propose un tarif avec l'application sur la tablette. Et ensuite, une fois que le tarif convient au touriste,
il fait la vente via la tablette et ensuite une procédure de conditionnement est fournie au vigneron. Tout est prévu pour. À côté de ça, c'est la pure, on va dire, on a deux activités, l'activité purement logistique et l'activité, ce qui intéresse encore plus le secteur, on va dire, le monde rural, c'est les promotions du territoire. Ce qui veut dire que nous, on a des accès privilégiés au niveau des aéroports, ce qui veut dire qu'on tracte les gens dès qu'ils descendent des avions avec la publicité de nos vignerons et de nos cavistes, etc. En plus de ça, on organise des dégustations au niveau des salles d'embarquement, ce qui veut dire que, par exemple, on amène un vigneron dans la salle d'embarquement, là où les gens attendent d'embarquer. Ouais. Il amène ses bouteilles, il fait des ventes. Soit il fait des ventes, 1-2 bouteilles pour mettre dans le bagage cabine s'ils ont de la place, ou alors il profite de Pélican pour faire des expéditions. Autre chose, on est en train de réfléchir. Ça, c'est des partenariats avec l'aéroport, oui. Une présence, d'accord. Si on n'était pas positionné à l'aéroport, on n'aurait jamais pu faire ça. Autre chose, on est en train de privatiser des vols, ce qui veut dire qu'on va privatiser des avions à destination de Bergerac, pour l'instant, en départ du Royaume-Uni. Ce qui veut dire que les gens, c'est un peu comme les bus que vous voyez aux frontières espagnoles pour faire des week-end shopping, par exemple. Les gens viendront uniquement pour faire du shopping, ce qui veut dire que nous, on va louer les avions, on va offrir un forfait hôtel, restauration, etc. Ils viennent à l'aéroport, on leur met des bus et on les amène chez nos points de service. Nos vignerons, on les appelle les points de service dans notre jargon. Voilà. Et là, ils seront là uniquement pour acheter leur vin, par exemple. Voilà. Et alors, ce principe, du coup, qui est quand même bien, parce que c'est un manque à gagner économique important pour les acteurs du territoire, hein, qui sont à la fois touristiques et économiques. En même temps, ça passe forcément, j'imagine, par un certain nombre de partenariats. Oui. Vous évoquez le monde des vignerons, oui. On parle du monde du tourisme. J'imagine que c'est difficile peut-être aussi de pénétrer avec un service de ce type-là si on n'a pas des partenariats spécifiques. Il y a celui de l'aéroport, oui. Mais il y en a d'autres. Oui, parce qu'au niveau rural... Autant vous dire que dès qu'on met une tablette entre les mains de vignerons, par exemple, c'est assez coton. Ils n'ont pas l'habitude. Donc, on s'occupe de la formation et on vient de passer un gros partenariat avec l'Association des vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine, dont représentant 800 vignerons à peu près. Donc, on a mené ça et on est en train de mener exactement le même partenariat avec la Ronde des quartiers concernant les commerçants de Bordeaux. Oui, oui, voilà. Ah, très bien, très bien. Ah oui, donc ça fait des jolis partenariats, ça. Et alors, donc ce que je comprends bien, c'est vous apportez la réglementation douanière des marchandises, la simulation du tarif et la procédure de conditionnement. Et ça, c'est mâcher en fait le travail du commerçant local pour que ça puisse se faire le plus facilement et souplement possible. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, le monde du transport est très concurrentiel et la plupart des commerçants ne font pas d'expédition parce que c'est très très lourd, très compliqué, ils ne savent pas quoi répondre. Tout est fourni directement par la tablette de toute façon. D'accord. Donc voilà. Oui, pardon. Il y a une dimension phygital aussi, c'est-à-dire au sens phygital, au sens de la croisée du monde physique et du monde digital, dans le sens où forcément il y a cette communication, il y a une espèce de label qu'il va falloir imposer avec Air Pelican Services depuis l'aéroport, même en amont peut-être de la décision de voyage, jusque chez le commerçant. On participe exactement à la transition digitale, notamment au monde rural qui très peu sont enclins à utiliser le digital de cette façon, effectivement. D'accord, donc c'est un moyen de les accompagner dans leur transformation numérique. Tout à fait. Et vous, pour votre propre accompagnement, comment ça s'est passé ? Il y a Philippe Boris, donc, qui est avec nous de Inflexis. Ils vous ont aidé, évidemment, ils ont développé l'application en elle-même. C'est quoi la valeur ajoutée d'avoir travaillé avec Inflexis au-delà d'avoir l'outil et l'application propre en elle-même ? Déjà, Inflexis, c'est une importante société avec énormément de développeurs sur Mérignac et ils sont vraiment spécialisés en applications mobiles. Donc nous, c'est ce qu'il nous fallait de toute façon. Et bon, je vais laisser Philippe, mais il travaille vraiment en accompagnement. Il ne donne pas un cahier des charges et c'est fini. Non, c'est vraiment pour nous accompagner au fur et à mesure avec les différentes versions, etc. Très bien. Philippe, quelle valeur ajoutée du coup vous avez apporté à... Alors, Inflexis, oui, c'est une entreprise de services numériques. Donc, vous l'avez compris, la solution est quand même assez complexe à mettre en place. Il y a de la tarification, il y a des questions juridiques qu'il faut traiter également. Donc, nous, on est basé sur Mérignac. Il y a 60 personnes qui travaillent pour nous. Et l'ADN un peu de l'entreprise est très technique quand même. Il faut savoir qu'il y a 3-4 ans encore, il n'y avait que des informaticiens. Donc, aujourd'hui, même 60, je crois qu'il y a 53 développeurs chez nous. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on a un lien particulier avec Transfonum. Je voulais en parler, un petit historique quand même qui est intéressant et vous allez voir où je veux en venir. Tout d'abord, 2018, moi je viens à Transfonum et je suis comme vous ici dans le public.
je découvre qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Je vois des chefs d'entreprise qui interviennent et je me dis, il faut qu'on se remette en question. On fait du dev, mais il y a des besoins qui vont au-delà. Donc on voit ici qu'il y a énormément de gens qui interviennent en tant que consultants. On n'avait pas forcément ce savoir-faire en interne. Et là, on s'est posé des questions. On s'est remis en question pendant 1 an. L'année suivante, 2019, on est revenu en tant qu'expert. On avait travaillé, on s'était formé et on s'est dit, voilà, on est en capacité maintenant de se poser des questions, de faire des ateliers. On a entre autres pratiqué un petit peu le design thinking en particulier. Et donc tout le monde est formé chez nous et aujourd'hui, de temps en temps, le midi, vous pouvez passer chez nous. Il y a des meet-ups qui sont organisés avec des thématiques précises. Et je vais passer à cette année où je suis ravi d'être sur scène pour présenter une success story parce que en l'année prochaine, tu es transcendé. Que va-t-il se passer en 2021? C'est ce que je te demande. Et donc voilà, on est ravi de ça. Et je vais rajouter un élément supplémentaire qui est qu'en 2019, il y a Jérémy qui était avec moi. On avait déjà commencé à travailler ensemble. Et tu t'en souviens peut-être, on avait réussi à t'attraper dans un couloir. Et c'était la première relation où on avait réussi à présenter un projet qui nous semblait prometteur et qui aujourd'hui a je dirais, marqué l'essai, pour parler comme nos joueurs de l'UBB. Oui, puis après on a essayé, en effet, y compris avec ma collègue Marion Oudonneau-Piton, qui est en train d'organiser le débat mouvant à côté, qui a beaucoup de connexions avec le monde du tourisme, elle en particulier, de pouvoir pousser en effet des partenariats spécifiques sur le territoire. Et donc, si je me souviens bien aussi quand même sur la partie développement et application, il y avait quand même aussi une sacrée contrainte de temps un petit peu. Alors voilà. Donc c'était à la fois de faire ce développement propre, cet accompagnement et ces approches un peu par design thinking, mais aussi d'être en capacité d'assurer sur un temps contraint. Alors c'est tout à fait ça. On n'a pas pu travailler dans des conditions de confort habituelles. On travaillait beaucoup sur cahier des charges déjà, mais cette fois-ci, Jérémy, Jean-Michel sont venus nous voir avec une contrainte de temps qui était extrêmement forte. Alors nous, on aime bien passer tout de suite sur l'expérimentation. De par notre côté technique, on aime bien pouvoir à la fois réfléchir, se poser sur la réalisation d'une roadmap, mais en même temps, en parallèle, et c'est peut-être un peu notre particularité, on aime pourquoi pas développer un proto. Là, il n'était pas question de faire un proto, il fallait une V1. Donc on est parti sur un questionnement sur ce que serait cette V1, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un MVP, en fait, un Minimum Viable Product, qui permettait à nos chers associés de se lancer, de glaner les premiers clients et de commencer une activité le plus tôt possible avec un budget adéquat. En parlant de budget, si je me souviens bien, il y a eu un soutien région sur l'appel à projet TINA, Tourisme innovant en Nouvelle-Aquitaine, c'est ça, hein? Oui, effectivement. On a déposé le projet au mois de mai l'an dernier et il était validé au mois de juillet. D'accord. Voilà. Très bien. Et ce projet-là, alors si j'ai bien compris, il y a eu aussi une évolution, hein, il y a des nouveaux partenaires qui sont rentrés dans les RP Service, qui vont vous permettre d'être un peu sur la montée en puissance du service, qui a un potentiel de scalabilité important. Mais... Donc le produit est totalement scalable, donc notre positionnement restera aéroportuaire de toute façon. Donc on vient sur Bordeaux début mai avec exactement la même stratégie qu'à l'aéroport de Bergerac, cette fois-ci qui sera sur l'aéroport de Mérignac. Donc effectivement, on crée la SAS Pélican avec un investisseur privé qui rentre dans le capital. Donc on a fait une levée de fonds. Et ça va certainement continuer l'an prochain, effectivement. Donc les projets Bordeaux uniquement cette année et l'an prochain Provence, Occitanie, Corse et Alsace, et 2023 l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Voilà. Excellent. Donc on vous souhaite une belle route pour ça. Ça veut dire aussi, si ça se déploie, beaucoup de données aussi liées à justement aux dépenses qui sont effectuées sur le territoire. Ça veut dire aussi, c'était quand même le sujet aussi du jour, de dire qu'il y avait un sujet finalement data, tourisme et commerce qui était assez important. Oui, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est institution du tourisme manque vraiment d'informations sur les habitudes de consommation des gens qui viennent visiter nos territoires. Donc sur la tablette, effectivement, il y a différents éléments. Déjà, on aura le panier moyen de chaque touriste, on aura les habitudes, on saura comment il vient, si c'est par aéroport, par avion, etc., que vous avez là sur la gauche, ici par exemple. Ah oui, sur celle-ci, oui, pardon. Hop.
Donc, tout ça, c'est de la data qu'on pourra donner effectivement aux institutionnels et pour travailler avec les ET et les CDT pour voir comment nous, on peut améliorer aussi le tourisme. Puisque notamment dans le domaine du vin aujourd'hui, faut savoir que c'est un petit peu en crise par rapport aux États-Unis, le Brexit et la Chine. Faut savoir aujourd'hui que les vignerons travaillent beaucoup en B2B. Mais au niveau de l'œnotourisme, il y a très peu d'activités. Donc nous, on développe vraiment l'œnotourisme et le B2C aujourd'hui. On ne fait pas de B2B, c'est vraiment pour pousser les gens qui viennent ici dans nos territoires, consommer nos territoires et amener effectivement des ressources pour l'économie locale. C'est avant tout notre objectif aujourd'hui. Très bien. Eh ben, je montre en même temps là quelques captures de l'application. Je ne les mets pas très longtemps parce que vous avez aussi un enjeu, parce que malgré tout, il y a encore très peu de solutions qui existent dans ce domaine-là. Donc vous avez aussi un enjeu finalement de réussir à conserver cette innovation, oui. ce secret de fabrication. Moi, je vous souhaite d'avoir cette trajectoire, en effet, sur les territoires que vous visez. Et puis, on sera toujours là, de toute façon, aussi pour vous aider sur des partenariats potentiels qui croisent entreprises, filières et territoires en même temps, ce qui est quand même l'ADN aussi de l'agence. Ça tombe pas mal. Merci beaucoup. Je vous invite à... Oh, non. C'est un petit message je profite qu'on ait été vraiment très raisonnable. On est très large. Très large, on est raisonnable sur le temps. Pour présenter une deuxième casquette, je suis président de l'association des dirigeants marketing d'Aquitaine. Et cette année, en juin, on va organiser un trophée qui sera destiné au secteur industriel. C'est la première fois qu'on le fait. Il y a peut-être ici dans la salle des gens qui travaillent dans ce domaine. Et on recherche des projets innovants. On a déjà les gens de Lectra et Smurfit qui vont participer. On a 7-8 places qui sont ouvertes. Et je me dis que c'est peut-être le bon endroit pour évoquer ce sujet. Donc 2AM Marketing. Sur Internet, vous trouvez facilement mes coordonnées. Et n'hésitez pas, on est ouvert à la discussion sur tout type de projet, à condition qu'il y ait un peu d'innovation et on trouvera bien comment le présenter à nos adhérents pour que ce soit attractif. Voilà. Très bien, l'appel est lancé. Merci à tous les deux, je vous invite à venir vous asseoir. Je vois François qui est en train d'arriver et c'est parfait, c'est le très bon timing. Ça va nous permettre de justement présenter l'action du Club Commerce Connecté. Alors merci parce que le Club Commerce Connecté, c'est tous les ans une présence à ma Transfonum et un atelier. Et l'année dernière, une présentation de la première version de POC Me Up. Donc on en comprend que vous relancez une nouvelle édition. Tu peux nous en dire plus sur le dispositif ? Oui, bien sûr. Alors juste, bonjour à tous et à toutes. L'année dernière, parce que là j'étais tout à l'heure en ligne avec... on va les citer puisque je demandais l'autorisation, avec Pro Loisirs et donc ILO 3D en l'occurrence. Donc juste, je vais vous en reparler après. Qu'est-ce que c'est que POC Me Up ? On va peut-être commencer par ça, parce que c'est répondre à ta question déjà. Parce que c'est des gros mots. Tout à l'heure, on a eu MVP, mais on a compris que c'était Minimum Viable Product. C'est un peu cousin. POC, ça veut dire preuve de concept en anglais. Proof of Concept. Donc on a lancé ça l'année dernière pour associer en fait les deux catégories d'entreprises qui sont au Club Commerce Connecté de Digital Aquitaine, qui sont les utilisateurs de solutions de commerce connecté et les entreprises qui proposent ces solutions. Voilà. Donc c'est un programme d'animation déjà qui est ouvert à nos adhérents bien évidemment, mais aussi aux non-adhérents. Voilà. Donc qu'est-ce que ça a donné l'année dernière ? Ça a donné une centaine en fait de candidatures. Les entreprises qui elles sont en demande et en transformation font des candidatures. Exactement. Expriment la nature des besoins qu'elles pourraient avoir en termes de POC. Voilà. Et vos adhérents aussi côté offreurs, eux, répondent sur la possibilité de matching quoi, entre les deux. C'est ça. Et donc le rôle du Club Commerce Connecté, c'est de faire un rôle d'intermédiation pour pouvoir éviter d'avoir de l'open innovation entre guillemets à l'ancienne, où la start-up ou la PME innovante va s'épuiser à développer et faire de la R&D externalisée, sans visibilité. Et de l'autre côté aussi donner des garanties à l'entreprise utilisatrice pour éviter que ce soit simplement une mise en relation commerciale, changer de logo et puis pas avoir du tout d'échange. Et donc je reviens juste, si tu permets, sur Pro Loisirs et ILO 3D. Donc ILO 3D, c'est une jeune société qui fait de la visualisation en réalité augmentée, modélisation 3D et visualisation de réalité augmentée. Et donc Pro Loisirs fait des
du mobilier de jardin. Voilà. Et donc, ils ont conçu un produit, une application de modélisation de mobilier de jardin qui va être mise en place là prochainement avec une fonctionnalité d'achat. Donc voilà, ça a vraiment donné vraiment tout le fil de Poke Me Up jusqu'au bout. Ça a un petit peu validé le modèle, si on peut dire. Et cette animation, elle va à la fois justement sur cette mise en relation, Oui. et puis en même temps potentiellement derrière. Après, c'est pas forcément inhérent au dispositif, mais de pouvoir aller aussi vers des dispositifs de soutien qui peuvent exister, type, je sais pas, prototype numérique par exemple, qui est un dispositif Exactement. régional, ou j'imagine des fois des financements autonomes de la part des entreprises. C'est la valeur ajoutée qu'on essaie d'apporter Club Commerce Connecté, c'est d'être médiateur et d'orienter en fait, et d'aider aussi à l'aiguillage vers ce genre de dispositif. Et pour reciter en fait ces exemples-là, ça a donné aussi lieu à un prototype numérique qui est allé au bout avec une subvention qui a été effective, donc ça a été validé aussi par les services de la région. Ce n'est pas systématique, mais ça peut l'être aussi. Tout à fait. Et donc ça veut dire maintenant, cette année, là, si on veut postuler, soit faire partie des entreprises qui sont en demande et qui ont une expression de besoin, ou ceux qui voudraient justement aider, soit ceux qui voudraient aider, il faut qu'ils adhèrent au Club Commerce Connecté, j'imagine, et puis ceux qui font une expression de besoin, ils vont sur le site du club, il y a cette petite adresse-là, et ils font leur demande sur un formulaire, c'est ça ? Exactement. Il y a 2 points d'entrée sur cette adresse. Un point d'entrée pour les entreprises utilisatrices et un point d'entrée pour les offreurs de solutions. Et en fait, on n'a même pas besoin d'être adhérent pour rentrer, Ouais. frapper à la porte. Alors évidemment, après, je ne vous laisserai pas partir sans être adhérent, mais ça sera entre nous, si je fais bien mon travail. Mais voilà, l'idée, c'est quand même de l'animation, donc il faut qu'on puisse aussi prouver l'intérêt de travailler en tripartite. Très bien, ok. Eh bien, on se fait le relais maintenant, mais on se fera aussi le relais quand on repartagera les différents contenus de la journée pour Très cette bien. Poke Me Up version 2. Puis le Club Commerce Connecté a aussi une actualité très, très régulière. Alors oui, avec ma collègue Camilla qui est ici et qui s'occupe spécifiquement depuis plusieurs années, Des années, ouais. donc de l'animation, c'est à peu près un événement par mois. Ouais. Donc le dernier en date a eu lieu la semaine dernière, par exemple avec Jouet Club, Doulist et Miran qui sont venus parler de fidélisation, Ouais. avec à chaque fois des cas concrets. On était une centaine de personnes, donc c'est du networking, c'est de l'échange de bonnes pratiques, c'est du réseau, c'est aussi de la recherche avec le laboratoire de recherche de l'IAE qui s'appelle l'IRGO, qui donne lieu à des cahiers de recherche. Ils sont très très bien faits. Voilà, et donc vous pouvez aussi retrouver ça sur le site de Digital Aquitaine, enfin du Club de Commerce Connecté. Donc voilà, c'est une actualité très dynamique. Très bien. Eh ben, on vous invite à aller regarder tout ça. Merci François. Merci Antoine. Je te propose de rester. Comme on est large, comme disait Philippe, on va passer directement à l'intervention de Open Houblon. Alors on devait avoir Lucie Le Bouteiller et Fanny Madrid. Bon, Lucie Le Bouteiller finalement ne peut pas, mais elle a un rendez-vous très important, alors on l'excuse. On devait avoir aussi William Géry qui vous a accompagné des Alice Digital. Mais bon, lui, il est grippé, donc il ne reste plus que vous, Fanny. Et je vous remercie évidemment de venir faire ce témoignage. Open Houblon, là, c'était vraiment l'idée aussi d'avoir un angle qui nous permette de dire que le e-commerce et la stratégie qu'on peut développer autour de ces postures en e-commerce, très en lien avec votre métier, peut aider aussi peut-être à la structuration de filières, peut-être de filières de niche, je ne sais pas si on peut se qualifier ça comme ça. Et donc ça nous intéressait de traduire votre trajectoire, qui est une trajectoire très liée aussi au monde aquitain, à la fois sur Bordeaux, en Lot-et-Garonne aussi, parce qu'on va voir que vous êtes lié à des territoires pilotes, et puis très connecté aussi à l'écosystème ici d'accompagnement, des clusters Agri-Sud-Ouest Innovation, mais aussi Unitech qui vous a accompagné. Donc Open Houblon, en fait, vous faites quoi pour que nos spectateurs comprennent bien ? Alors bonjour à tous, effectivement j'excuse Lucie qui accueille des houblonniers historiques alsaciens sur notre parcelle en Lot-et-Garonne et qui se fait un petit peu auditer par donc les experts historiques, donc c'est une grosse journée pour elle aussi. Alors Open, en fait ce qu'on fait c'est qu'on développe une filière de houblon en Nouvelle-Aquitaine. Tenez bien le micro le plus près pour D'accord. vous entendre. En fait, le marché de la bière artisanale se développe en France et en Europe et les artisans brasseurs utilisent des variétés de houblon extrêmement aromatiques. Et il existe aujourd'hui une production de houblon en Alsace, mais elle est destinée aux brasseries industrielles.
Et donc la plupart des brasseurs artisans que vous pouvez trouver en France importent plus de 80% du houblon qu'ils utilisent, notamment depuis les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, voilà. Et le houblon, c'est une culture qui pourrait potentiellement pousser partout en France. Et donc nous, on propose à des agriculteurs qui souhaitent se diversifier d'accéder à cette culture. Donc il faut recréer tout un écosystème de l'approvisionnement en plants, en machines, au suivi technique, aux transformateurs et aux distributeurs. Et donc nous, aujourd'hui, Open, on accompagne les porteurs de projets et les agriculteurs qui veulent faire du houblon à travers une activité de conseil, de la vente de plants et la vente de leurs récoltes en e-commerce. Alors pour assurer cette vente de plants entre des Alsaciens, peut-être ailleurs dans le monde aussi, vous avez créé aussi, alors peut-être pas une marketplace, mais en tout cas un site de e-commerce qui essaye de faciliter cette mise en relation entre, si je comprends bien, quelque chose d'une denrée qui est finalement assez rare dès lors qu'elle correspond à un certain nombre de critères imposés. On les détaillera pas tous ici, mais donc vous êtes ingénieur agronome, hein, toutes les deux, si je dis pas de bêtises. Vous n'êtes pas e-commerçante dans l'âme, mais forcément le e-commerce et ce type de plateforme étaient essentiels pour aider cette structuration et ce rapprochement. Effectivement, parce qu'en fait, dans une filière de niche, c'est toujours très très intéressant de se positionner parce qu'il y a énormément de valeur ajoutée. Par contre, en agriculture, vous avez des contraintes qui sont que la plupart de vos producteurs vont être disséminés dans un territoire rural et que comme vous êtes sur une filière de niche, vous allez avoir beaucoup de clients, mais nous, très rapidement, on a à peine, quand on aura 30 producteurs, on aura des clients partout en France et on ira déjà sur les marchés italiens, espagnols, portugais. Et donc, c'est pour ça que le e-commerce est très important pour faire un matching et une commercialisation rentable en fait, parce que l'effort de vente est énorme et du coup le e-commerce répond bien à ce besoin-là. En plus, j'imagine qu'on est sur un public, les brasseurs actuels très certifiés bio, qui sont nativement digital. Oui, les brasseurs, c'est plutôt des geeks, donc nativement digital. Et pour enlever un petit cliché, en tout cas les agriculteurs avec qui on travaille sont extrêmement digitalisés également. Ils ont un smartphone avec une coque imperméable à tout lisier et à la casse, mais ils sont extrêmement digitalisés. Ils sont dans des métiers de l'extérieur, de la mobilité, et il faut avoir ça sous la main. Vous me disiez que même, je sais pas, ils se servent de WhatsApp et vous traitez un certain nombre de choses sur WhatsApp. Oui, effectivement, on utilise, on est en connexion permanente avec les agriculteurs qu'on accompagne grâce à WhatsApp. Dès qu'ils ont une question technique, un problème, et même pour faire de l'animation et les sortir de l'isolement, c'est important de pouvoir communiquer avec ces fournisseurs en temps réel. Oui, c'est un point de discussion qu'on avait eu ensemble et qui était intéressant d'évoquer cette connexion sur WhatsApp. En fait, c'est pas anodin. Ça revient aussi une stratégie et quelque chose qui avait été un peu poussé, si j'ai bien compris, avec Alice Digital. C'est qu'aujourd'hui, mettre en place un site de e-commerce, assurer cette mise en relation, c'est bien, mais ça, c'est la partie outil, on va dire un peu logistique. Mais derrière, il faut animer cette communauté. Et derrière toute plateforme, en fait, il y a une animation de communauté qui correspond au code du digital aujourd'hui. Et ça passe notamment peut-être par, en effet, du WhatsApp. Donc c'est ça la logique aussi, c'est de pouvoir derrière être dans cette animation de communauté au-delà de la vente. Oui, ça c'est vraiment quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé. Et c'est l'avantage justement de travailler avec un prestataire. C'est Alice Digital qui nous a donné toutes ces idées, de créer une partie blog. Bon, c'est très classique, mais en fait, dans le monde agricole, c'est assez peu répandu. Donc on a fait un blog, on a créé des groupes de communauté WhatsApp, on va peut-être se lancer dans des webinars. Donc voilà, l'idée c'est de partager, de créer une communauté et une émulation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, mais il faut capitaliser là-dessus et l'entretenir. Ouais, pardon, j'avais pas passé les images en même temps comme on parlait, pour bien faire comprendre que d'un côté vous avez des gens qui sont plutôt dans ce domaine-là. Oui, c'est une grosse machine quand même. Très grosse machine. Et aussi, évidemment, à l'autre bout, in fine, d'arriver à quelque chose qui ressemble à une bière. Voilà. Et donc, William n'est pas là. Alors peut-être qu'il nous suit, puisque c'est streamé et que c'est accessible aussi sur la page Facebook de l'agence. Cette valeur ajoutée, donc, si je comprends bien, c'est que le point de contact, il est de leur demander un développement d'un site e-commerce. Et finalement, ça va au-delà. Vous continuez la relation avec eux. Maintenant, c'est quoi la nature de l'accompagnement qu'ils vous proposent ?
Oui, ça va au-delà puisque voilà, ils sont force de proposition, ils connaissent leur secteur, le e-commerce, ils connaissent les bonnes pratiques, comment fidéliser les clients. Donc en fait, là, on va revenir vers eux parce qu'on a fait 2 campagnes de commercialisation sur le site, qu'on a un peu de données, qu'on a identifié des problèmes, des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. On a des idées, on a envie de continuer l'enrichissement du site. Et donc, grâce à la région Nouvelle-Aquitaine, on a eu des financements pour le développement de ce site. Et donc, on va faire une version 2 après 1 an d'existence. D'accord, très bien. Donc ça veut dire le site web, la communauté, le SAV aussi, non, un peu, ils vous ont... Alors sur le SAV, effectivement, comme on est sur une filière de niche, cette année on a eu 35 clients. Donc le SAV c'est moi et mon téléphone. Mais très clairement, ça c'est un enjeu qui est en train de se développer et on va pouvoir travailler avec eux. D'accord. Ça pèse combien pour vous cette partie e-commerce sur votre budget? Alors ça c'est grâce à Unitech et à la région. On nous a conseillé de prendre cet aspect-là vraiment au sérieux et d'y mettre du budget pour avoir quelque chose de pro et de bien fait. Naturellement, on n'aurait pas forcément pris cette partie-là autant au sérieux. Mais aujourd'hui, on a un outil de transformation et la plateforme est plus chère que l'outil de transformation. Donc c'est aussi cher qu'une ligne de transformation agricole. Enfin, au sein de notre projet, c'est un gros budget. Ok, donc... je comprends aussi que c'est à la fois un modèle de production qui est poussé à la fois pour des gens qui sont spécialisés là-dedans, mais aussi qui sont dans de la diversification. Donc l'outil numérique peut aussi aider finalement une diversification d'activités chez certains acteurs. C'est aussi par contre pour vous un lien vachement plus direct entre vous et les numéros 1 mondiaux du houblon. C'est ce que vous m'avez dit aussi, c'est que cette posture finalement très digitale, très présente sur les réseaux, dans l'animation de communauté, elle vous permet aussi de vous connecter très rapidement finalement aux meilleurs experts en fait dans ce domaine. Tout à fait. Effectivement, même au niveau mondial, la filière de houblon, elle est plutôt orpheline. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Donc, on a fait plusieurs événements. Le Congrès mondial du houblon en Slovénie. On a fait des foires au houblon et ce genre de choses. Et on a rencontré les top 10 mondiaux du houblon. Donc, l'humain, dans un premier temps, fait le travail et vous permet de créer une relation intéressante. Mais aujourd'hui, on parle aussi avec eux via WhatsApp. Et donc, dès qu'on a un problème sur le terrain, on leur passe un coup de fil ou on leur envoie un message. Et on a comme ça une communauté que je pourrais appeler scientifique et technique pour nous aider. C'est intéressant parce que ça rejoint quand même beaucoup d'échanges qu'on a eu dans la journée qui sont que le digital est finalement au service de la fluidification des relations entre humains aussi. Quand on échangeait, vous me disiez aussi que vous n'étiez pas forcément vous très agtech ou agritech, mais que vous étiez plutôt tourné sur ce digital justement au service d'une meilleure collaboration, mais pas tant que ça sur des aspects extrêmement technologiques, on va dire, de l'agriculture. Oui, on a une vision où pour nous l'innovation en agriculture, c'est pas forcément mettre des mots en anglais à toutes les phrases, mais c'est vrai que on est pour le fait d'aller chercher des marchés de niche, des produits à haute valeur ajoutée, et donc d'avoir une bonne rémunération via ça et d'avoir une réflexion globale sur les coûts de production en agriculture. Et ça passe par du partage de matériel entre les agriculteurs, du partage de matériel entre les filières, par exemple utiliser un outil qu'on va utiliser dans la vigne pour faire les buts dans le houblon. Et ça, c'est possible seulement avec une animation de filière qui s'appuie notamment sur le numérique. Il y a des entreprises qui font du matching entre agriculteurs sur des plateformes comme le covoiturage pour le prêt de matériel. Oui, mamachine.com par exemple, dont on avait parlé. Ok, peut-être pour finir, et on sera dans les temps à peu près, sur le sujet de l'ESS, parce dans la journée, on a eu plusieurs entreprises sociales et solidaires qui sont venues sur scène. Vous avez un agrément ESUS, si je ne dis pas de bêtises. On le demande. Voilà. Vous le redemandez, pardon. Et donc, pour vous, cette posture aussi à la croisée des chemins entre numérique et ESS, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que c'est à la fois, on avait des exemples ce matin qui nous disaient que finalement, les entreprises de l'ESS y sont très sensibles, mais en fait, c'est pas si facile que ça pour elles, parce que leur organisation, leur posture, des fois leur éthique, fait qu'elles peuvent être aussi résistantes un petit peu au sujet numérique. Vous, c'est quoi votre posture? Elle est à la croisée des chemins? On est vraiment à la croisée de plein de chemins entre start-up et
et TPE et peut-être futures PME, et on est dans le monde agricole, mais également dans le monde de l'innovation, mais pas si innovante que ça, parce qu'il y a des choses beaucoup plus impressionnantes. On est dans l'ESS, mais on est une entreprise et pas une association. Donc au final, nous, notre positionnement, c'est de s'inscrire dans tous ces réseaux-là et d'en tirer les bonnes choses qu'il peut y avoir, les accompagnements et l'ouverture d'esprit. Et également, le monde du numérique est très intéressant. Voilà, aujourd'hui, j'ai appris plein de choses en venant ici, et de croiser plusieurs bulles d'écosystèmes, c'est quand même enrichissant. Ok, très bien. Et puis aussi, ce que vous me disiez dans un échange, c'était que finalement, on l'a entendu tout à l'heure sur la notion de travail, hein, et que les savoirs, ils sont chez ceux aussi qui font, qui exploitent. C'est de dire aussi qu'on ne parle pas dans le monde agricole de paysans, mais qu'on ne les dépossède pas finalement d'une capacité aussi à être entrepreneur. Ah oui, ça nous tient énormément à cœur. Par exemple, dans notre modèle économique, on ne signe pas d'exclusivité avec les producteurs, c'est-à-dire que donc on va vendre pour eux leur récolte, mais s'ils veulent faire 30% à 40% de vente directe à côté de notre commercialisation, on trouve ça extrêmement intéressant, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont trop dépossédés de leur sens commercial, de leur vision de marché et de leur position d'entrepreneur, alors que c'est vraiment des chefs d'entreprise assez impressionnants. Donc voilà, on a vraiment à cœur de les remettre au cœur de leur entreprise agricole, en fait, et de ne pas leur sortir toute la partie business des mains. Très bien, merci, ça me paraît être un bon mot de la fin de cette session. Je vous remercie beaucoup, on peut vous applaudir en effet, et applaudir nos différents intervenants sur cette table, qui ont été concis, qui ont même eu le temps de faire des annonces. Je vous remercie, je vous libère de cette table. Merci beaucoup pour votre présence. On prend 5 à 10 minutes grand maximum, et on commencera avec un petit peu de retard, j'en suis désolé. La partie numérique et environnement, on accélère ou on décélère, ça sera dans 10 minutes. Ici, on vous attend tous très nombreux. À tout de suite.